Faible perception des recettes, difficultés financières certaines. Le Congo central peut-il assumer son désir de développement ? Édition spéciale ce jeudi 28 juillet avec Babi Vangu Kesongo, ministre du Budget et des Finances de la province du Congo central. Édition spéciale ce jeudi 28 juillet à suivre après le journal de 19h. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale. Nous sommes à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Édition spéciale qui reçoit le ministre du Budget et des Finances, M. Babi Vangu Kesongo, ancien coordonnateur adjoint pendant 11 ans du COREF, le comité d'orientation de la réforme des finances publiques. Le ministre du Budget et des Finances démarre sa carrière dans le domaine. En 2001, il travaillait alors au ministère des Finances sous le ministère de M. Matungulu. Il connaît donc très bien le secteur vu de Kinshasa. Mais c'est là, aujourd'hui, que nous allons justement faire la différence. Tanguy Foueni était le slogan de campagne du gouverneur. Le ministre a aujourd'hui la lourde tâche à Matadi de faire appliquer une feuille de route d'un nouveau gouverneur, le docteur Guy Bandou Dungidi, une feuille de route pour le développement du Congo central avec cette phrase magique: le Congo central est la gâchette qui déclenchera le développement de toute la RDC avec l'agriculture. Pour cela, il lui faut un réseau routier efficient pour la distribution. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Christian. Merci de nous recevoir ici à Matadi. Je vais juste préciser que nous enregistrons cette émission ce matin. Elle est diffusée à 19h45 à Kinshasa. Alors la grosse question, c'est comment le Congo central va-t-il pouvoir atteindre ses objectifs, les objectifs assignés par le gouverneur, avec quels moyens? L'émission d'aujourd'hui va principalement se pencher sur ce sujet. On parle gouvernance et finances publiques. Maître mot de cette émission donc, comment améliorer et booster les recettes, parce que les moyens font défaut. Sans moyens, les objectifs annoncés ne seraient que lettre morte. Première question, est-ce que tout ce qu'a promis le gouverneur Guy Bandou Dungidi, avec un taux d'exécution du budget à ce stade de 2,5%, est possible? Merci Christian pour la parole. Je pense que je me définis moi déjà comme étant une personne qui n'est ni pessimiste, ni optimiste, mais possibiliste. Donc, vous posez la question de savoir si c'est possible. C'est possible dans les temps qui nous est imparti. Pas de faire des miracles, mais tant soit peu, d'essayer de modifier, d'améliorer les systèmes de gouvernance, et particulièrement en matière de finances publiques, qui au fait les centres névralgiques de toute l'action du gouvernement Guy Bandou et de tout autre gouvernement qui lui succédera. Donc sur ces entrefaites, je voudrais souligner que les programmes que le gouverneur a eu à décliner au travers son discours-programme prononcé il y a plus d'un mois devant l'Assemblée provinciale, c'est un programme au fait qui repose sur un premier programme de 2019-2023 défendu par l'administration sortante, et les programmes que les gouverneurs devaient présenter devaient être en parfaite adéquation avec le premier programme et en corrélation avec les budgets qui étaient en cours d'exécution. C'est le travail qui a été fait, et ce discours a repris les grandes lignes sur les axes importants qui devaient au fait bénéficier des interventions, de manière à ce que les objectifs assignés au gouvernement soient atteints. Mais les moyens, c'est quoi? Les moyens, c'est un tableau de bord. Les moyens, c'est le budget. C'est les 10 qui constituent les budgets de la province, parce qu'au niveau central, on parle de loi des finances, du pouvoir central. Alors, les budgets, c'est quoi? Les budgets a deux volets. On ne parle pas trop technique pour que les auditeurs nous suivent.
il y a le volet dépenses, il y a le volet recettes. Je prends le volet recettes. C'est le volet le plus important parce que sans moyens, comme vous venez de le répéter, ce discours que les gouverneurs ont prononcé ne serait qu'un poème. Un beau poème d'Alphonse de Lamartine, peut-être c'est les lacs, je ne sais pas où, de quel autre poète prodige, mais les moyens permettent à ce que tous les projets qui ont été énoncés bénéficient d'un financement. Donc la couverture financière viendra de là. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour avoir les moyens? Il y a 3 sources de moyens principales pour la province. Il y a la rétrocession qui vient du pouvoir central. Il y a la rétrocession qui vient du pouvoir central. Il y a les recettes propres, produits générés par la province, de par le fait que la Constitution a concédé aux provinces des pouvoirs fiscaux. Donc les provinces peuvent lever les impôts, peuvent prélever les taxes, des droits et autres redevances qui sont repris dans la nomenclature. Je pense que c'est l'ordonnance loi 18003, 2, 3 et 4, je pense, si je ne m'abuse. Et puis après, il faut compter la Caisse nationale de péréquation. Mais la Caisse nationale de péréquation, c'est un mécanisme qui a été prévu. Ce n'est pas pour donner de l'argent frais aux provinces, mais c'est pour que les provinces puissent bénéficier d'un certain soutien, étant donné que toutes les provinces ne se situent pas au même niveau de développement. C'est pour corriger les différentiels. La province du Congo central ne va pas principalement en bénéficier puisqu'elle fait partie des provinces les plus riches. Justement, elle en bénéficie, mais les mécanismes pour la répartition de ressources ici de la péréquation, telle que la loi organique qui met en place la caisse de péréquation, les stipule, c'est un mécanisme inverse à celui appliqué pour la rétrocession. Pour la rétrocession, c'est plus la capacité contributive est élevée en ce qui concerne les recettes de catégorie B, parce que des catégories A, les mécanismes est différent. Plus la capacité contributive est élevée, plus vous recevez. De l'autre côté, c'est le contraire. Plus la capacité productive est importante, moins vous recevez. Mais vous recevez quand même quelque chose. Vous nous amenez dans le très technique. La question était pourtant simple. Mais justement, je profite en plus de votre expérience. Vous avez remarqué que je l'ai souligné en début d'émission. Vous étiez le numéro 2, le coordonnateur national adjoint à Kinshasa du comité d'orientation de la réforme des finances publiques. De nombreuses années, les provinces se sont plaintes de ne pas avoir l'argent qui leur est dû. Aujourd'hui, on voit que la province du Congo central doit recevoir 10% de la redevance pétrolière. Elle ne l'a reçue qu'une ou 2 fois en une vingtaine d'années, ce qui est très peu. Elle doit recevoir 2 milliards d'investissements du gouvernement. Je ne sais pas si vous les avez déjà reçus depuis que vous êtes là, mais ma réponse est non. 350 000 $ de forfait. Je ne sais pas si c'est pour les salaires. Bon, les salaires sont payés par Kinshasa. Vous avez dit que pour pouvoir appliquer un projet, il faut son financement. Quel projet dès lors mettre en marche du fait qu'il n'y a pas, au moins au niveau national, qui correspond à près de 90% du budget de la province, qui est de 447 milliards de francs congolais, à peu près 220 millions de $, sachant que cet argent n'arrive qu'à environ 3%. Comment penser réalisation de projets quand aucun ou que 3% des projets, en fonction du budget, ne peuvent être financés? Merci pour cette question et surtout pour sa pertinence. Donc vous comprenez que les sources que je venais d'énumérer, les sources de financement des provinces, ce sont des sources qui sont tout à fait aléatoires. Il ne reste plus que, dans les 2 que j'ai cités, les ressources propres. Donc il faut booster les ressources propres et l'emprunt.
Donc c'est la fiscalité et l'emprunt. Donc il faudrait maintenant encadrer. Mais je ne dis pas qu'on met de côté les droits que le pouvoir central doit mettre à la disposition des provinces, parce que les mécanismes de décentralisation qui a été érigé en mode de gestion de l'ensemble du territoire l'exige. Au fait, ça procède de la Constitution. Donc tant que la Constitution n'a pas été modifiée, donc les provinces peuvent prétendre au bénéfice de ces quotités que j'ai eu à décrire tantôt. Donc il faudrait un travail de réforme en profondeur du système fiscal au niveau du Congo central, qui passe par quelques axes, dont le plus important figure d'abord la restructuration de la DGRKC. La DGRKC doit être restructurée. De quelle forme? De manière à ce que la conformation de ces organes actuellement répond plutôt à ses missions. Est-ce que la DGRKC, de la manière dont elle fonctionne aujourd'hui, c'est de cette manière qu'elle devait fonctionner. DGRKC, qui est la Direction Générale des Recettes du Congo Central. Ça, 2 millions de dollars par mois. Ça doit faire 8 ans en monnaie constante. En dollars. Toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Si vous prenez les oui. Depuis le début à aujourd'hui, 2 millions de dollars tous les mois. $2 Jamais d'évolution. Alors que tous les secteurs ont évolué, la DGRKC reste toujours à 2 millions. Justement, c'est ce qui intrigue notre intelligence, c'est ce qui secoue, qui dérange notre curiosité. Parce que comme disent les économistes, l'économie est mouvement. Vous voyez vous-même quand vous traversez la province, vous voyez qu'il y a des agglomérations, il y a des mouvements au niveau de la route et tout. Ça veut dire qu'il y a à percevoir quelque chose. Quand il y a mouvement, donc, ça veut dire qu'il y a l'argent qui circule. Il faut maintenant mettre l'intelligence nécessaire pour capter cet argent et les guider en toute sécurité vers les caisses du Trésor. Donc, c'est ce qu'on devra faire. Dans une première temporalité, il sera question de restructurer. Et on doit renforcer les capacités des agents. On devra aussi voir dans quelle mesure activer. Il y a plusieurs axes générateurs qui ne sont pas activés. En fait, les recettes de la DGRKC reposent à plus de 60% sur la taxe d'embarquement, et donc des déchargements et déchargements. Uniquement le port. Les ports. 65%. Si un choc exogène de l'ampleur du Covid est arrivé, ces chocs exogènes-là, déjà quand le Covid est arrivé, on s'est retrouvé avec des recettes qui ont fondu. À combien? En tout cas, je n'ai pas encore des estimations précises, mais les courbes qu'on m'avait présentées ont démontré réellement que... Maintenant, on n'est pas toujours à l'abri d'un choc endogène. Parce que là, déjà, au niveau national, on proposerait qu'on revoie certaines taxes dans les provinces, dont celle-là. Pour qu'elle parte au national? Non. Pour alléger la fiscalité par rapport au climat des affaires. Donc, si ces taxes-là devaient être supprimées, c'est 65% des recettes de la province qui vont disparaître. Et puis, si elle venait à être réduite, c'est une quotité qu'il faudra défalquer de ces 2 millions, de ces maigres 2 millions qu'on a déjà et qu'on se contente de dispatcher pour essayer de gérer la province. 65%, ce sont les taxes au port. Le but de la réforme de la DGRKC, c'est quoi? C'est mieux percevoir ou élargir l'assiette fiscale? Mieux percevoir et élargir. Mieux percevoir, ça veut dire sécuriser, ça veut dire moderniser, numériser. Parce qu'il y a... Le système est poreux. Le système de perception est poreux. Et il y a l'argent qui sort de partout. Il faudrait numériser pour essayer de limiter les contacts qu'il y a entre les percepteurs et les assujettis. Donc beaucoup de fraude. Il y a limiter la fraude. Et principalement en ce qui concerne cette taxe. Alors, le fait que la pondération de cette taxe-là
traduit un sous-jacent, c'est la fragilité de la province. Comme je l'ai dit, en cas de choc exogène ou endogène, la province sera en difficulté. Ce qu'il faudrait faire, il faut explorer. Il y a d'autres taxes, il y a d'autres axes générateurs qui ne sont pas encore activés ou qui sont activés mais qui doivent être optimisés. Donc la perception de ces taxes. Bon, je peux donner un exemple, c'est la taxe spéciale la taxe conventionnelle spéciale pour la reconstruction que les cimentiers payent et que toute l'activité, au fait les opérateurs économiques qui participent à l'activité économique dans cette province doivent payer. C'est une niche très très importante à explorer. Aujourd'hui, rien n'est perçu. Si, on perçoit quelque chose, mais je vous donne l'exemple, les cimentiers payent quelque chose. Il y a une convention avec les cimentiers. Les transporteurs ne payent encore rien. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un projet de convention avec les opérateurs du domaine des transports, mais qui n'a pas pu aboutir parce qu'il y avait de la bagarre dans la province, il y avait des conflits. Et lorsqu'il y a des conflits, les dirigeants sont en conflit, et c'est la direction de la province qui en pâtit. Donc, ce sont des pistes qu'on va exploiter. Déjà, son Excellence, le gouverneur a convoqué la première réunion avec la FEC, qui aboutira à une seconde réunion convoquée déjà avec les patrons des industries cimentières ici, sur place. Oui, qui se plaignent déjà d'avoir beaucoup de taxes à payer, oui. et le consommateur se plaint que le prix du ciment est plus important sur le ciment congolais que sur le ciment importé. Cette nouvelle taxe, dans une province où la feuille de route dit plus d'agriculture, mais aussi ou surtout évolution du réseau routier, va peut-être avoir aussi une influence sur le coût de la réalisation de ces infrastructures. Les cimentiers nous payent déjà cette taxe. Lorsque la taxe a été conçue, lorsque la taxe a été imaginée, le premier problème au fait qui a été mis sur la table, c'était que la perception de cette taxe puisse augmenter les prix du ciment. Parce que si les prix du ciment augmentent, il y a des effets sur les restes. Donc, on a calculé de telle sorte que ce n'est que 147 francs qui s'ajoutent au prix du ciment. Donc, c'est tout à fait invisible. Donc, vous comprenez, donc la province prend conscience que lorsque elle appuie sur les leviers fiscalité, elle doit tenir compte du fait que trop d'impôts peuvent nuire au développement et au mieux-être de la population. Donc, ça, c'est la première piste. La seconde piste, c'est quoi ? C'est l'impôt foncier, d'abord. C'est l'impôt fondamental qui devait nous donner, en tout cas, la majeure partie de nos ressources. Personne ne le paye. En tout cas, il se pose déjà un problème des répertoires. Est-ce que le répertoire est fiable ? Identification zéro. Il faut identifier. Il faut chercher des moyens. Que perçoit la province sur de son capital foncier ? Qu'est-ce que la province perçoit aujourd'hui ? En tout cas, ce que la province perçoit en termes du foncier est de très loin inférieur à ce qu'elle perçoit au titre de la taxe sur les débarquements et l'embarquement. Qu'est-ce qu'elle pourrait en attendre ? Quel chiffre elle pourrait en attendre ? En tout cas, le potentiel est énorme. La dernière fois, j'étais à Kinshasa. J'étais reçu par le ministre Nicolas Kazadi, ministre national des Finances, qui fut mon patron il y a quelques jours. Et on a échangé utilement autour d'un partenariat entre le pouvoir central et la province du Bas-Congo sur la manière d'optimiser la perception de cet impôt. Et au fait, on va imaginer un mécanisme qui partira déjà d'un certain nombre d'étapes, notamment la cartographie. On va cartographier les villes, les quartiers,
pour avoir un répertoire fiable, parce qu'on ne sait pas lever l'impôt quand on ne maîtrise pas la population fiscale. Et il se pose ces problèmes dans ces domaines du foncier. Ça, c'est une piste. La deuxième piste, c'est l'impôt sur les revenus locatifs. Ça aussi, vous avez des fois des locataires, vous faites des contrats, vous dites ça c'est pour la commune, ça c'est pour nous, ça c'est pour montrer aux gens des fiscs quand ils vont venir et tout. Parce que moins vous déclarez les loyers, moins aussi la collectivité perçoit. Et il y a la vignette. Là, je dois vous rappeler, ce sont les trois vieilles. Ce sont ces ressources-là qui ont bâti la plupart des pays occidentaux. Les trois, tout simplement. Donc, si un effort devra être déployé, c'est dans ces domaines-là qu'on doit exploiter. Ça, c'est de manière succincte, mais il y a encore d'autres actes générateurs. Je pense que les jours où on aura encore l'occasion de faire une émission, comme je ne suis qu'à mon premier mois, je pense que j'aurai encore plus d'éléments sur lesquels on pourra disserter. Je voudrais qu'on récapitule. Vignette, impôt foncier, impôt locatif, réforme de la DGRKC. Aujourd'hui, le budget, c'est 447 milliards, 220 millions. Excusez-nous, on va parler en dollars. 220 millions, alors que la réalisation, c'est 2%. On est à 40 millions de budget, alors que la demande, c'est 50 fois plus. Gap, 183 millions de dollars pour réaliser votre budget. Vous avez parlé d'efforts endogènes. Il faut que la province puisse se mettre en accord avec elle-même pour percevoir plus. Mais il faut aussi que l'argent que Kinshasa doit aux provinces arrive. Depuis 2006, les provinces se plaignent. Vous étiez hier le numéro 2, je reviens sur cela, le numéro 2 du COREF. Est-ce que vous pensez, je parle au ministre actuel du budget des finances, est-ce que vous pensez réalisable que la manière de faire de Kinshasa change, ou le ministre du budget des finances que vous êtes se dit il faut plutôt aujourd'hui se concentrer sur ce que la province réalise? Je pense que les deux pistes sont à exploiter. Parce que attendre de Kinshasa notre quotité, c'est un droit constitutionnel. Nous ne pouvons pas y renoncer tant que les prescrits constitutionnels n'ont pas été modifiés dans le sens de nous en priver. Je pense maintenant que, comme on dit toujours, la main qui donne, elle est au-dessus de celle qui reçoit. Donc en même temps qu'on va mener ces plaidoyers, nous devons déployer les efforts sur le plan interne pour que notre instrument de collecte des ressources soit efficace et qu'il y ait moins de coulage des recettes, moins de fraude, de manière à ce que nous collectons le plus possible et que nous injectons ces ressources-là au financement de nos différents projets. Vous avez à répéter les chiffres en termes d'exécution, c'est environ 11 milliards de francs congolais sur 447 millions, soit 2,46% d'exécution. Donc autour de 3%. C'est pas viable tout ça. Pourquoi? Parce que ce sont les investissements qui consomment le plus les budgets. Donc les investissements, depuis les mois de janvier, les investissements n'ont pas été financés. Ces 11 milliards-là, c'est composé essentiellement des dépenses de fonctionnement. Donc on veut que les choses changent, mais on n'investit pas dans le changement des choses. Mais justement, on est arrivé, ça fait 30 jours, les investissements, ce n'est pas avec 100 000 $, les investissements, ce sont des chiffres importants. Et dans les 30 jours, qu'est-ce que vous avez reçu de Kinshasa pour les 30 investissements? jours, on a reçu de Kinshasa, au titre du fonctionnement, exactement 779 millions de francs congolais. 380 000 $. Exactement. Ça, c'est le forfait de fonctionnement. Et les 2 milliards d'investissements. Les 2 milliards d'investissements, on n'a pas. Chaque mois, le gouvernement doit donner $1 million à la province du Congo central pour ces investissements. En principe. C'est la clé des répartitions. C'est comme ça, c'est ainsi qu'elle est établie. On a parlé de beaucoup de recettes. On a parlé de la DGRKC, de ce qui doit être changé. Moi, je voudrais avec vous parler
pas seulement de la lutte contre la fraude et la corruption, parce que quand vous parlez de ces taxes au port, on constate aussi qu'il y a un gap entre ce que l'on sait entrant comme conteneur dans les différents ports et ce qui est réellement déclaré. Ça, vous en avez plus ou moins parlé. Mais les péages routiers, vous avez hier le gouverneur, sur proposition du ministre du Budget et des Finances, a signé l'ordonnance ou un arrêté ou un édit sur la création ou la redynamisation du CCSR pour contrôler les entrées du péage et le pesage. Vous n'avez donc pas confiance en ce que vous annonce comme chiffres ceux qui sont en contrat avec la province et la nation sur l'exploitation de la route nationale 1 entre Kinshasa et Matadi? C'est pas question de confiance, mais c'est question des prescrits contractuels. Le contrat de concession reconnaît le droit au gouvernement provincial d'exercer un contrôle sur le flux et faire correspondre ces flux aux ressources qui sont déclarées. Pourquoi? Parce que les concessionnaires est tenu de rétrocéder une quotité à la province. Quotité de combien? Bon, en tout cas, pour l'instant, d'après les informations que j'ai en ma possession, j'ai cherché déjà les contrats de concession qui est quasiment introuvable. On dirait que c'est un document secret. Moi, je ne l'ai jamais vu. Vous ne savez pas combien? En tout cas, je ne l'ai jamais vu. Ça a été renégocié à l'époque. C'était Forest qui était là. On a résilié les contrats avec Forex. C'était 40% à l'époque de Forest. C'était 40%. Aujourd'hui, ce sont les Chinois, c'est combien? Aujourd'hui, on a les forfaits des 150 000. C'est un flou. 150 000 dollars chaque mois. Et puis, il faut qu'on défalque, je pense, la moitié qui va pour au fait apurer une condamnation que l'État aille à faire l'objet de la part de la justice avec une tierce personne. Donc je pense que le concessionnaire a dû désintéresser la personne et maintenant il est en train de faire une retenue jusqu'à concurrence de ces montants. 150 000 dollars. La moitié qui reste, c'est pour le ministère on m'a dit, et ça, confirmez-le nous, que 100 000 dollars vont au ministère national des Transports. En tout cas, c'est l'information qu'on a jusque-là. À quelle fin? Pourquoi? Ça, on ne sait pas. Et à mon niveau, en principe, je dois parler toujours conditionnel jusqu'à ce que j'aurai les informations précises sur ça. Mais en tout cas, les informations sont de plus en plus persistantes sur cette quotité. Le CCSR donc va vous permettre de savoir exactement combien le péage entre Kinshasa et Matadi génère chaque mois. Oui, mais au-delà de ces contrôles, il se profile à l'horizon. Cette ferme volonté du gouvernement provincial sous la houlette de son Excellence Gimbando d'auditer ces contrats. On doit être en mesure de savoir si toutes les obligations du contractant ont été observées. Quelles étaient ces obligations? Notamment l'éclairage routier, la sécurité. Il devait y avoir des grues pour dégager la route en cas d'accident. Vous avez été victime vous-même des embouteillages monstres en venant à Matadi. Énorme. Donc, il fallait mettre en place ces mécanismes de manière à ce que la fluidité de la circulation soit garantie. Donc, il y a un certain nombre d'engagements, un certain nombre d'aspects qui n'ont pas été observés. Donc, là, nous sommes en droit de nous interroger si ces contrats-là est vraiment utile à la province. Et sans parler de l'état de la route qui, à de nombreux endroits, est à désirer. Exactement. Vous ne savez donc toujours pas aujourd'hui combien ce péage génère? Parce que ça fait une année qu'il y avait une équipe qui a été... il y a une équipe qui a été commise à cette tâche et cette équipe-là ne fonctionne plus, ça fait une année. Donc, ils avaient déjà 26 mois d'arriérés et les 75 000 qui restent là, une partie est allouée à l'appurement de ces
La province se retrouve, je pense, à autour de 25 ou 30 000 dollars. Pour ce péage. Pour ce péage. Quels étaient les derniers chiffres donnés par cette équipe à l'époque? Autour de 5 millions de dollars. 5 millions de dollars réalisés chaque mois? Oui, 4 à 5 millions de dollars. Et la province ne reçoit que 150 000? En tout cas, c'est ce qui est déclaré jusque-là. On va gratter. 2 à 3%, 2 à 3% contre 40% précédemment. Je pense que vous réalisez vous-même que c'est le prix du mépris. C'est le prix du mépris, comme vous dites. Et les autres péages routiers, on parle de Yéma, on parle de Yachi, on parle d'Ango, on parle de Loufou. La province, qu'est-ce qu'elle en tire là? Parce que là aussi, on parle beaucoup d'argent. En fait, ce sont des péages provinciaux qui relèvent totalement de la compétence du gouvernement provincial et spécialement des compétences du ministre des Finances et du Budget que je suis. En fait, ces péages, au début, étaient gérés par une structure qui a été mise en place à l'époque de l'administration Mbadou, qui a créé cette structure. Et puis après, la structure a été dissoute par son successeur. Et les agents qui opéraient au niveau de la structure reversaient à la DGRKC. Mais nous avons constaté depuis que nous sommes là, et les informations qui nous parviennent font état vraiment d'un désordre organisé à ce niveau-là, parce que là, la province perçoit des types de revenus. Il y a les droits de passage. Les droits de passage, lorsque vous traversez les péages Kinshasa, Matadi, là vous êtes au poste. Ce que vous payez là, c'est ça les droits de passage. Donc à Loufou, Yéma et consorts, on paye aussi ces droits de passage. Mais au-delà de ces droits de passage, ce sont des péages au fait qui débouchent sur des frontières, principalement avec l'Angola. Donc, cela insinue qu'il y a des marchandises, il y a des items, il y a des articles qui entrent. Donc, il y a une deuxième source des revenus, c'est qu'il y a des taxes qui frappent ces marchandises et qui doivent revenir à l'État. Alors, il y a un désordre qui nécessite qu'on puisse sécuriser les circuits des perceptions et de ces taxes et des droits de passage. C'est dans cette optique-là que nous avons diligenté une mission depuis hier qui va faire le tour de ces 4 postes. Donc, Loufou, Ango, Yéma et Yachi. Alors, c'est à l'issue des conclusions de ces missions que nous prendrons des mesures idoines, urgentes d'abord. Nous allons envisager des mesures à court terme et des mesures, bien sûr, à moyen terme. Parce que là, nous ne travaillons pas encore sur le long terme. On travaille par rapport à la plage temporelle qui nous reste, et nous voulons vraiment déjà prendre des actions urgentes de manière à ce que le comportement et la courbe des recettes soient modifiés. Donc, par rapport à cela, déjà lorsque nous sommes arrivés, nous avons donné le ton. Nous avons fait une réunion de recadrage avec la régie. Et moi, j'avais estimé que la régie était capable de nous produire, durant ces mois, 1 milliard de plus. On est autour des 600, 700 millions déjà de plus. Donc, et la projection au 31 juillet par rapport aux recettes déjà ordonnancées va nous projeter à 1,3 milliard. Donc, c'est possible de faire plus. C'est possible. Gouvernance et finances publiques sont les maîtres mots de cette émission, je le disais en introduction. Mais quand on n'a que 2 à 3% de réelle perception des taxes pourtant dues à la province, sera-t-il possible aujourd'hui, avec ces bons résultats déjà observés selon vous à la DGRKC, de combler le gap de 183 millions de dollars non perçus au budget chaque année? Bon, comme je le disais, je pense que c'est possible. C'est possible dans la mesure où
les réformes qu'on doit mettre en place ne vont pas seulement porter sur les recettes. On doit aussi revoir notre manière de dépenser. Mais à ce sujet, on doit revoir notre manière de dépenser. Le gouvernement précédent, c'était 10 ministres et 3 commissaires provinciaux. Aujourd'hui, c'est 10 ministres et 10 commissaires provinciaux. Vous dépensez plus de ce côté-là. Bon, au fait... Vous ne donnez pas le bon exemple. Au fait, nous avons fait des simulations parce que l'Assemblée... je devrais déjà dire que d'entrée de jeu, cette question-là relevait vraiment éminemment du domaine politique. Bon, vous savez que le gouverneur, quand il est venu avec un discours, il est venu avec une vision. C'était la vision de la cohésion par rapport à une province qui était en proie à plusieurs conflits et qui a fait qu'il fallait qu'il y ait quand même un discours fédérateur qui mette les uns et les autres autour de la table. Et à l'issue des négociations pour la formation du gouvernement, il s'est dégagé qu'il fallait essayer quand même de composer une équipe comme lui-même l'a appelé, de large cohésion provinciale. C'est ainsi qu'on a mis en place cette équipe. Mais lorsque nous avons balancé nos prévisions, les prévisions initiales, et en injectant les différentiels des 7 postes créés, nous sommes encore dans les cordes. Bon, nous donc pensons que... Vous n'allez pas dépenser plus. En tout cas, par rapport aux prévisions, nous sommes dans les cordes. Mais les 183 millions, vous allez faire comment? Votre espoir, il vient d'où? Bon, on doit... Au fait, les 183 millions des GAP, ça, il faudrait les mettre sur le compte de tous les avoirs qu'on doit avoir du pouvoir central, notamment parce que c'est très important. Oui, mais comment est-ce que vous allez faire bouger ce pouvoir central qui ne bouge pas depuis 20 ans? Mais bon, on n'a rien à faire. En principe, si on devait prendre une décision qui pourrait rendre notre budget crédible, ce serait au fait de ne plus considérer, de ne plus intégrer dans l'élaboration, dans nos prévisions, la contribution de Kinshasa. Là, notre budget est crédible. Parce que les budgets de toutes les provinces, en tout cas, souffrent de cet art congénital. Au départ, les enveloppes qu'on nous donne au titre des différentes quotités que la province doit, ou les provinces doivent recevoir, ne correspondent pas à la réalité. Ce qui fait que, à la fin, lorsqu'on fait la comparaison entre les prévisions et les exécutions, il y a des écarts quasiment abyssales. Donc, ce qui prouve que le budget n'est pas fiable. Mais le système a été bâti pour que le pouvoir central puisse mettre à la disposition des provinces ces quotités-là. Donc, le problème... nous allons travailler, comme j'ai dit, sur des axes. Nous allons chercher à booster les recettes au niveau interne et continuer les plaidoyers au niveau du pouvoir central de manière à ce qu'on mette à notre disposition ces quotités. Je me souviens qu'il y a 1 mois et demi ou presque 2 mois, au cours de son adresse, la communication du chef de l'État avant les débuts de chaque conseil des ministres, il avait quand même instruit les ministres des Finances et les ministres du Budget pour qu'ils veillent à ce que tous les retards que les provinces accusent, enregistrent au niveau de ces quotités-là, soient comblés. Cela a-t-il été fait? Donc, d'après les informations que j'ai, il n'y a pas d'arriérés en ce qui concerne cette année. Mais il y a des arriérés pour les années antérieures. Si l'argent arrive à la province, qu'est-ce qui sera financé en priorité? Si l'argent arrive au titre de... Le budget existe, je sais. Oui. Tous les postes doivent être financés, nous le savons. Oui. Mais qu'est-ce qui sera financé en priorité? Non, en priorité, nous avons fait dans notre plan d'action qui sera évalué lors de nos 100 ou 200 jours, nous avons mis en priorité l'éducation. Nous avons mis la santé, en priorité l'agriculture, donc quelques routes de dessert agricole, la jeunesse. Je pense que c'est autour de ces 4, quelques infrastructures aussi, autour de ces 4 axes qu'on voudrait vraiment s'investir de manière à ce que lors de nos 200 jours, nous ayons quelque chose à présenter. Il y a des besoins. Nous ne commençons pas à gérer cette province, nous ne sommes pas les premiers.
il y a des actions qui ont été posées, qui n'ont pas été achevées. On va se greffer ces actions-là, capitaliser sur ça, de manière à ce que nous ayons quelque chose à présenter. Donc, on reste modeste durant ces 6 mois qui restent et on prend ces secteurs. Et puis, comme on aura tout un exercice à gérer, c'est alors que nous pourrons, fort de toutes les réformes qu'on met en place, voir dans quelle mesure on va augmenter les quotités en termes de financement pour l'instant. Mais il y a un volet. Quand on dit gouvernance, finances publiques, il n'y a pas seulement volet recettes. Il y a volet dépenses. Il faut repenser la manière aussi de dépenser. Ça, c'est capital. Parce que, qu'est-ce que je fais comme constat? Depuis que je suis là, la province est gérée sous mode urgence. Tout est urgent. Tout ce qu'on vous présente est urgent. On vous présente aujourd'hui, vous devez payer aujourd'hui. On vous présente maintenant, vous devez payer maintenant. On n'observe pas la chaîne. Il faut rétablir cette chaîne. Et la tare, c'est quoi? C'est que le système est bâti autour d'un personnage, c'est le gouverneur. Ça a été toujours ça. Il faut expurger le gouverneur du système. Il a plus important à faire que de faire des annotations sur des lettres, des demandes d'aide, sur des ordres de mission et tout. Il faut recentrer la gestion autour des sectoriels. Les demandes des paiements, les demandes des dépenses doivent partir des sectoriels. Et au centre, c'est le ministre du budget qui doit tout gérer. Il les gère sous le prisme des dispositions légales qui sont en vigueur et dictées au niveau national, tant au niveau national que tant au niveau de la province. Toutes ces dépenses en urgence ne sont pas des dépenses essentielles? Bon, les dépenses essentielles, je vous ai dit, ce sont les infrastructures, hein, ce sont les dépenses sociales, donc dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. C'est ce que nous on appelle, quand on parle de la qualité de la dépense, c'est de voir l'affectation de cette dépense. Oui, mais quelles sont les dépenses urgentes dont vous parlez? En principe, c'est lié au fonctionnement, essentiellement lié au fonctionnement. Même ça, il faudrait mettre en place un mécanisme, un dispositif, parce que lorsque le gouverneur met un OK sur un document, c'est là vos exécutions. Même pas totalement, parce qu'il vous met pour disposition utile. Donc, voyez dans quelle mesure. C'est un ordre qu'il vous donne. Donc, il faut les retirer de là, mettre en place dans différents ministères des personnes ressources qui peuvent être à même d'analyser un document et dire au ministre sectoriel, voilà, ce document ne peut pas aller au budget. En l'état, il faut telle pièce. Donc un contrôle déjà à ces niveaux-là. Ce n'est pas le cas ici au Congo? Ce n'est pas le cas et c'est ce qu'on va mettre en place et c'est ça la vision du gouverneur. On doit les retirer du système parce qu'il n'est pas dans le micromanagement, lui doit rester au niveau de la réflexion et au niveau des options, des grandes options qu'on doit lever au niveau de la province et non et faire des tâches qui sont des tâches des techniciens. Le Congo central peut-il être la gâchette qui déclenchera le développement de toute la RDC au regard de tout ce qu'on a dit au cours de cette émission? Oui, en principe, une simple observation, vous avez fait la route, doit vous convaincre que le Congo central a un potentiel agricole assez formidable. Nous avons près de 2 millions de terres arables sur une superficie d'à peine 50 000. Mais aucun investissement. Attendez, il y a... Un hectare à $1,000 à Kassangoulou, $100 même là où il n'y a aucun développement. Justement parce qu'il faut toute une politique. Toute une politique agricole. Il faut construire cette politique. Provinciale, nationale? Mais au niveau provincial déjà, il faut une politique. Ça, il faudrait qu'on revoie le ministre de l'Agriculture pour savoir quelle est-elle, ou le ministre des Finances et le ministre des Budgets et des Finances peut nous dire ce qui est fait pour attirer les investissements dans ce secteur que vous voulez, par lequel vous voulez développer cette province. Bon, au fait, la RDC. Depuis que nous sommes là, il a été adressé à chaque ministre sectoriel un courrier pour qu'il puisse décliner son plan d'action.
ce sont ces plans d'action que nous allons étudier en Conseil des ministres et lever les options idoines. Donc, comme je disais, déjà nous avons la nature qui nous gâte, et nous avons la démographie nécessaire parce qu'on a une densité de 100 habitants au kilomètre carré. Donc, c'est que, de manière générale, l'espace est bien occupé. Mais maintenant, il se pose un certain nombre de problèmes techniques d'ordre institutionnel et d'ordre économique qui font que les secteurs ne décollent pas. Donc, dans notre plan d'action, dans les discours du gouv aussi, il a fait un focus sur le fait qu'on devrait en fait assurer le développement des 4 zones agricoles que compte la province. Il faudrait qu'on puisse créer une chaîne des valeurs autour de ces 4 zones. Ça, ce sont les 4 priorités, les 4 axes. Il faudrait assurer un développement à l'agriculture vivrière, donc l'agriculture de subsistance. Et puis, il faut promouvoir l'agriculture industrielle autour des plantations pérennes, des plantes pérennes comme les VA, les cafés, cacao et palmiers à huile. Donc, ce sont les 4 axes sur lesquels on pourra travailler. Mais au-delà, s'il y a une véritable politique agricole, c'est la position géographique qui donne l'avantage aussi à la province, parce que la province est bordée de part en part par Kinshasa, nous avons les Cabinda, nous avons l'Angola, nous avons le Congo-Brazzaville. Ce sont des débouchés qui peuvent faire de cette province un véritable hub commercial dans la sous-région. Du 29 septembre au 5 octobre, votre radio Top Congo FM reviendra au Congo central pour une semaine spéciale Congo central. 5 octobre sera d'ailleurs l'occasion pour nous de faire une édition spéciale avec le nouveau gouverneur à l'occasion de ces 100 jours. On reviendra sur toute cette politique. Merci à vous, monsieur le ministre, de nous avoir reçus ici à Matadi. Est-ce qu'on doit être optimiste, pessimiste au regard des chiffres donnés, au regard de la fraude? Est-ce que vous vous sentirez capable, quand on voit que 3 à 4%, je suis très optimiste quand je dis 3 à 4%, on est à 2,46% pour l'exécution du budget. Est-ce qu'on peut être optimiste qu'à terme, on revienne en termes de fraude, des chiffres plus honorables et en termes d'exécution du budget, à une réalisation plus importante du fait, d'investissement, d'un élargissement de l'assiette fiscale et d'une meilleure politique ici au Congo central? Si oui, à quel terme? 6 mois, 18 mois? Bon, je pense qu'il faudrait que je rectifie. Les 3%, c'est l'exécution de dépenses. Je pense quand vous reviendrez, peut-être que, je ne sais pas si en marge de l'audience que vous allez avoir avec le gouv, on aura à faire encore une émission spéciale. Non, je ne sais pas. Peut-être qu'on va créer une autre occasion. Là, on va revenir sur les recettes. Comme je vous ai donné les baselines, les mois passés, on était à 4,5 milliards. Aujourd'hui, nous sommes, sans compter les dépenses ordonnancées, et sans compter les recettes ordonnancées, hormis les recettes de péage, nous sommes déjà à 600 millions de delta, des différentiels. Donc, il y a vraiment beaucoup d'optimisme. Mais comme moi, je vous ai dit là, je ne suis pas trop optimiste, pas trop pessimiste, je suis possibiliste. Donc, il y a beaucoup de possibilités que nous puissions encore conforter cette courbe et être à l'aise dans les financements des politiques que nous avons annoncés devant l'Assemblée provinciale il y a 1 mois. Est-ce que le possibiliste est réaliste quand il dit que c'est possible? Oui, les possibilismes, moi je pense que c'est proche du réalisme, parce que je vous ai donné déjà les chiffres. Là, c'est quoi? C'est déjà le fait qu'il y a un nouveau gouvernement, le fait qu'on a commencé à prendre les premières mesures conservatoires. Nous avons lancé des équipes sur le terrain pour le contrôle. On aura déjà un delta de plus d'un milliard en termes de recettes. C'est moins. Donc maintenant, lorsqu'on mettra en place des mesures concrètes qui seront inspirées par les conclusions des différentes missions qu'on a lancées sur place, là, je dois souligner déjà que le gouverneur lui-même aussi a effectué un certain nombre de missions.
À Loufou, il y a une mission de contrôle qui a fait qu'on est tombé sur 195 bidons d'essence de 25 litres. Ça vous fait à peu près 200 fûts. Parce que ça fait à peu près 200 fûts. Donc, il y a d'autres actions dans d'autres domaines aussi, mais parce que mon domaine de prédilection, c'est les finances, c'est ainsi que je me suis cantonné là, sur la sécurisation à travers les tronçons Kin-Matadi, parce qu'il y a la résurgence des phénomènes coupeurs de routes et tout, même les embouteillages au niveau des Matadi. Je ne sais pas si vous avez circulé hier la nuit, vous allez voir que toujours dans tous les points où il y a des goulots d'étranglement, il y avait plus de police pour la circulation. Donc, au-delà du domaine financier, au-delà du domaine de la gouvernance budgétaire, il y a des actions qui se font dans d'autres domaines aussi. Et la première action pour le gouverneur, c'était déjà la tournée qu'il avait fait pour la cohésion, parce que c'est les substrats. Tout ce qui va venir après, c'est quoi ? Ce sont les politiques qui vont se mettre sur ces pavés-là et être développés de manière harmonieuse, parce que la province serait réconciliée avec elle-même. Monsieur Babi Vangou Kesongo, je rappelle que vous êtes le ministre du budget et des finances de la province du Congo central. Je vous remercie beaucoup pour nous avoir consacré de votre précieux temps. Rendez-vous dans un peu moins de 3 mois pour faire bilan après 100 jours de votre action. Je rappelle que vous êtes en charge de ce ministère depuis exactement 1 mois. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir assisté à cette édition spéciale en direct de Matadi. Prochain rendez-vous avec votre émission, nous serons demain avec le directeur général de l'Office de gestion de la dette publique, l'OGDEP, Monsieur Laurent Patoumola. L'actualité continue sur votre radio et sur votre chaîne YouTube. Faible perception des recettes, difficultés financières certaines. Le Congo central peut-il assumer son désir de développement ? Édition spéciale ce jeudi 28 juillet avec Babi Vangou Kesongo, ministre du Budget et des Finances de la province du Congo central. Édition spéciale ce jeudi 28 juillet à suivre après le journal de 19h.